Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre conférence Liège créative consacrée à la rénovation énergétique et merci de nous avoir rejoints si nombreux pour cette conférence qui s'inscrit un peu dans un fil rouge qu'on a commencé à tisser autour de cette problématique de la rénovation énergétique puisqu'on a déjà abordé ce sujet sous différents angles et en convoquant en tout cas les sciences sociales avec la volonté en tout cas particulière de mettre l'accent sur des aspects socio-économiques. C'est ce qu'on avait fait en novembre et je pense que certains d'entre vous étaient déjà connectés autour de la rencontre conférence qui avait réuni Guirec Rouelan du département Argenco de l'Université de Liège et il était présent avec Thierry Loreis et à cette occasion, on avait déjà mis en lumière cette nécessité de passer d'une logique vraiment technico-économique à une logique davantage centrée sur les usages et sur les occupants. Et vous allez voir qu'on va un petit peu discuter aujourd'hui dans cette même réflexion. Alors aujourd'hui, donc, on réunit deux intervenants qui, je pense aussi, ne se connaissaient pas avant qu'on se connecte pour préparer cette conférence. Est-ce bien juste? Je vérifie auprès d'eux. Oui, merci. Donc, il s'agit de Jean-Philippe Posso, qui travaille à l'Université de Liège. Donc, il est diplômé de Saint-Luc à Bruxelles et il a un master en architecture et développement durable de Lausanne. Il est chef de travaux au sein de la faculté d'architecture de l'ULiège, donc, et il enseigne notamment dans le cadre d'un cours intitulé Architecture et empreinte sociétale. Donc, vous voyez déjà un peu la direction que prend ses réflexions. Il est également architecte à titre privé. Et il place vraiment la question énergétique comme noyau de réflexion lorsqu'il aborde tout projet ou vraiment la question de la rénovation des bâtiments, vous le verrez. Alors, il va d'abord nous rappeler quelques éléments contextuels du stock du bâti, de quoi on parle, de cette consommation énergétique générée par les bâtiments. Et puis, il va vraiment précisément nous inviter à changer un peu le regard, à décaler un petit peu l'approche pour quitter une logique principalement et généralement encore axée sur des questions d'efficacité. C'est vrai qu'il introduira une autre notion. Et après Jean-Philippe, nous écouterons Bruno Busch, qui est administrateur du bureau d'études Greisch. Alors, il y est responsable de la cellule technique spéciale et énergie. Il est également administrateur de Neoide, qui fait partie du groupe Greisch depuis 2015. Il est ingénieur thermicien de l'Université de Liège et il s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est conception énergétique des bâtiments, avec tout ce que cela implique au niveau technique, donc au niveau des matériaux, mais aussi jusqu'à des questions liées au monitoring. Alors, il va illustrer les propos, lui, de différentes réalisations également. Et vous verrez qu'il introduira aussi des notions importantes, celles de confort notamment et de commissioning, mais je ne vais pas en dire davantage. Mais voilà, on va en tout cas parler de cette rénovation énergétique de façon actuelle et peut-être différente d'approche que vous avez eue jusqu'ici. Et je vais maintenant céder directement la parole à Jean-Philippe Posso, qui va donc commencer et nous plonger dans la matière. Merci Delphine pour la préparation, la présentation et ce petit moment d'échange préalable. C'était en fait assez agréable de pouvoir discuter avant de se lancer. Ben, bonjour à tous. C'est vrai que je suis assez content d'avoir été invité ici parce que moi, ça m'a permis, ou ça m'a demandé plutôt un peu de synthétiser un certain nombre d'activités que je mène, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de l'enseignement ou de la recherche dans le cadre de Bobandin ici à l'université. Et j'ai ici synthétisé un propos. Alors c'est sûr qu'en 20 minutes, parler de la rénovation énergétique, on ne sait pas aborder tous les sujets. Et donc j'ai intentionnellement pas du tout abordé cette question-là sur le plan technique, même si je pourrais largement alimenter cette question, mais je me suis vraiment intéressé à qu'est-ce qui se passe quand on aborde sincèrement et avec attention ce qu'on pourrait appeler l'angle sociotechnique de la question, à travers une question ici qui met en balance deux concepts qu'on va détailler par après, qui sont l'efficacité et la sobriété. Alors rapidement, je vais vous mettre effectivement en contexte général par rapport au problème. Alors c'est sûr, moi je n'ai pas assisté à la présentation qu'a fait Guirec Ruellan en novembre, mais je pense qu'une partie de ce qui a été échangé à ce moment-là, je vais simplement reprendre après. D'ailleurs, vous verrez que dans les références bibliographiques que je manipule en fin de diaporama, quelques-unes, Guirec en est l'auteur.
Ensuite, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait rencontrer la dimension systémique du problème, quels sont les atouts, entre guillemets, de cette approche-là. Et ensuite, j'aimerais bien me poser une question, ou vous poser une question, qui est qu'est-ce qui se passe quand on reprend chaque discipline, chaque acteur de la question de la rénovation énergétique, dans les effets que ces disciplines ont sur la question qui nous est posée. Et moi, je vais évidemment faire un focus sur la question de l'architecte, sur la position de l'architecte et de ce que l'architecture peut dans cette histoire-là. Alors, quelques remarques pour que vous compreniez bien comme on dit d'habitude, d'où je parle, c'est-à-dire que moi, je vais parler effectivement de rénovation énergétique, mais je pense qu'il y a des transferts largement qui peuvent être faits sur la construction neuve et sur d'autres enjeux que le logement, même si vous verrez qu'à travers le vocabulaire que j'utilise et les exemples que je montre, on va quand même parler beaucoup d'habitat et de logement. C'est un regard pragmatiste, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est les effets que produisent les cadres qu'on se donne et les pratiques qu'on mène. C'est comment est-ce qu'on arrive à rencontrer des enjeux mus ou à l'intérieur de ces cadres. Et quand on n'arrive pas à rencontrer les enjeux, comment est-ce qu'on peut réquestionner ces cadres? C'est ça qui m'intéresse. Je vais développer un point de vue qui est celui de l'architecte, même si présentativement, les sociologues de l'énergie, les historiens des techniques et les ingénieurs thermiciens sont des gens avec lesquels j'essaie de collaborer et j'essaie de m'entourer des raisonnements et des modes de pensée de ces disciplines-là également. Et en fin d'exposé, je vous ai fait un condensé bibliographique de choses qui, si les questions vous interpellent ou des mots-clés vous interpellent, je pense que dans tous ces articles notamment et rapports de recherche, vous aurez une manière d'amplifier les éléments que je vais vous présenter. Alors, le contexte du problème, de manière très résumée, globalement, les émissions de gaz à effet de serre que l'activité humaine émet, on sait qu'elles doivent rapidement et drastiquement diminuer. Chaque année, on nous annonce que la pente est de plus en plus vertigineuse et que le point de départ n'est pas encore suffisamment pris. Quand on traverse la littérature, et notamment sur la question du cas belge ou du cas wallon, on affirme que les bâtiments existants constituent un gisement important d'économie d'énergie. C'est quelque chose qui, entre guillemets, est une action qui paraît indispensable et favorable à tous les acteurs. On observe aussi, malgré tout, qu'un taux de rénovation actuel est beaucoup trop faible pour rendre le parc rapidement performant et on identifie différents freins par rapport à ça, notamment les spécificités de ce parc qui sont, en tout cas dans la question du logement, on a affaire à un parc plutôt de maisons unifamiliales et un grand diversité de propriétaires, ce qui amène finalement chaque opération à devoir se mener de manière assez particulière et qui se base aussi sur une diversité de situations qui est également liée à des questions de typologie, à des questions d'ancienneté, à des questions de contexte, etc., qui rendent des procédures relativement peu standardisables, ou en tout cas assez peu opérantes. Face à ce contexte-là, progressivement, on a mis en place des outils réglementaires standardisés et des incitants. Je ne vais pas refaire l'historique de l'évolution de ces outils réglementaires depuis leur apparition dans les années 80, mais globalement, on s'est axé sur une manière de penser la question, de penser le problème, c'est sur la performance théorique des dispositifs techniques. Et quand j'entends dispositif technique, un bâtiment est un dispositif technique qui sert effectivement à abriter l'activité humaine, donc on le pense en tant qu'outil technique au service d'une question qui est la question d'habiter. Et sur base de ça, on observe des constats. Je vais peut-être aussi reprendre quelques éléments qui avaient été abordés lors de la session précédente, et on observe des écarts entre les consommations théoriques telles qu'elles sont calculées et les consommations réelles, que ce soit en matière de bâtiments qui ont un potentiel de rénovation. On observe effectivement que les calculs de performance surévalue le gain en définitive, puisque les consommations effectives dans ces bâtiments sont en général un peu moindres que ce qui est calculé. Et à l'inverse, lorsqu'on fait une opération de rénovation, on observe que les consommations théoriques qui étaient escomptées finalement ne sont pas rencontrées.
dans la réalité. En général, on explique ça par différents phénomènes qui sont en partie comportementaux liés au comportement des occupants, en partie liés à la difficulté de faire atteindre lors d'un chantier l'ensemble des qualités thermiques ou des qualités techniques qui sont imaginées sur le plan théorique. Présence de multiples effets rebonds qui annulent une partie des gains. Je ne vais pas peut-être m'appesantir là-dessus. Qualification et conscientisation encore faite des acteurs. Et quand je dis ça, ça peut paraître un peu choquant parce qu'effectivement, de plus en plus de professionnels du secteur se forment. Mais je pense qu'il y a peut-être une nécessité de reconnaître que le niveau moyen de formation de tous les acteurs, de toute la chaîne d'acteurs, des acteurs qui gravitent autour de cette question et qui finalement collaborent, manque encore de cohérence, de manière à pouvoir aboutir effectivement à des opérations qui dont l'efficacité est attestée, on va dire. Quelque chose qui, moi en tout cas m'apparaît, c'est que la question de l'énergie reste quand même relativement fort une abstraction. Donc quand on manipule des chiffres, notamment ces chiffres en kilowattheure ou en kilowattheure équivalent pétrole, pour qui est-ce que ça fait effectivement sens, cette question de l'énergie? Comment est-ce qu'on la raccorde à une expérience avec laquelle on peut finalement nourrir nos intentions et nos actions? Et enfin, un dernier constat que je veux mettre en évidence, c'est notre tendance à être trop focalisé sur une valeur chiffrée, notamment monocritères, qui sont réductrices de la question. Et j'aborde ici la conductivité thermique comme une des valeurs qui est en général un peu trop survalorisée par rapport à d'autres, notamment par exemple la diffusivité, qui est une caractéristique de la matière et qui permet de lutter contre des phénomènes de surchauffe estivale. Ici, je vous ai mis une image d'une toiture qui est en cours de rénovation par l'extérieur avec de la mousse polyuréthane. Il est évident que ce type d'intervention-là, si elle permet effectivement de rencontrer des nouvelles performances en matière de déperdition thermique en période hivernale, elle pose des nouveaux problèmes en période estivale. Et la question est de savoir, est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en fait on ne génère pas des nouveaux besoins qui eux-mêmes sont consommateurs, et du coup, est-ce qu'on fait réellement une opération qui est gagnante sur le plan des émissions? On pourrait s'intéresser aussi au bilan environnemental de ce matériau-là et comprendre qu'en fait, on a là un matériau qui émet effectivement des émissions au départ, et donc on espère effectivement qu'il aura... Et donc cette question de la dimension un peu monocritère de nos outils est pour moi un constat. Et l'autre, c'est la question derrière l'unité du kilowattheure par mètre carré par an. En général, on utilise cette unité-là parce qu'elle a été conventionnellement construite comme étant un outil pertinent. Il se fait qu'elle ne tient pas compte de la taille, on sait bien, et elle ne tient pas compte du comportement, ou en tout cas relativement faiblement, puisque les comportements, notamment sur les besoins en eau chaude, etc., sont relativement normalisés et standardisés et permettent peu de finesse dans l'outil de ces calculs. À partir de là, la question que je propose de poser est de se dire qu'est-ce qui se passe si on pense autrement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on se dit, en fait, au lieu de considérer que c'est les bâtiments qui consomment de l'énergie, on va considérer que c'est les gens qui occupent ces bâtiments qui génèrent les consommations par leur comportement, par leurs besoins, par leur usage, par le fait que simplement ils y déploient une activité à raison, et que cette activité, effectivement, elle est consommatrice d'un certain nombre de ressources. Et dans la littérature, on retrouve ce débat-là, littérature francophone et anglophone, entre efficacité et sobriété, efficiency et sufficiency en anglais, qui démontre finalement d'un changement de point de vue. Plutôt que de regarder l'objet technique et d'essayer de travailler sur sa capacité effectivement à ne pas consommer, on va s'intéresser plutôt à essayer de travailler avec les besoins et de regarder comment est-ce qu'on peut rencontrer les besoins des occupants et au départ de ça, travailler sur le besoin autant que les moyens qui lui sont donnés pour effectivement développer une activité donnée. Et donc cet angle de départ qui en fait n'oppose pas, dans la littérature, vous trouverez, il y a un document qui le synthétise assez globalement, qui s'appelle Panorama sur la notion de sobriété, qui est édité par l'ADEME en 2019, et qui est vraiment extrêmement exhaustif d'une compréhension de qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux grands paradigmes, et en quoi ils ne s'opposent pas, mais plutôt ils se complètent. Et moi, j'aimerais bien vraiment explorer avec vous cette question de qu'est-ce qui se passe quand on change de focale et quand on essaye de regarder la question centrée sur les besoins des occupants. Alors,
ça impacte, on va dire, plusieurs manières de voir. La première, c'est de voir l'énergie comme un système sociotechnique où le comportement n'est pas quelque chose qui est rajouté à la fin comme une espèce de problème. Je reprends ici une phrase de Marie-Christine Zellem, qui dans les conclusions d'un article que je vous ai mis aussi en référence, dit qu'elle invite à mettre en cause deux croyances massivement partagées. L'une, c'est l'écologisation des pratiques sociales qui reposerait sur la technologie et que d'autre part, les usagers résisteraient parce qu'ils font preuve de mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, est-ce qu'on peut lutter contre l'idée que, en fait, on met tout en œuvre pour mettre des bons objets techniques pour les habitants et en fait, c'est eux qui les mésutilisent. Et en fait, ce faisant, je pense en tout cas, on se trouve devant une impasse et on constate ces effets rebonds et finalement, ça nous montre que peut-être notre méthode n'est pas la bonne pour résoudre la question. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on réinsère l'occupant, quand on réinsère les comportements à l'intérieur du système et c'est une des approches qui me semble être intéressante à explorer et qui pourrait alimenter l'ensemble des acteurs, on va le voir plus loin. Dans cette question de l'approche sociotechnique, de l'approche centrée sur l'utilisateur, alors la question de l'accompagnement, j'ai vu que c'était un des mots-clés qui a été ressorti, on trouve aussi une littérature vraiment très intéressante qui montre les difficultés de l'accompagnement. Et là encore, c'est un rapport de l'ADEME sur l'accompagnement des ménages que je vous ai mis en référence, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui brasse un peu tous les enjeux de cette question-là, et qui montre que finalement, on a une tendance à vouloir intégrer cette question des comportements à travers la modélisation et la standardisation, ce qui est une méthode qui apporte des choses intéressantes. Mais à une autre extrémité du spectre, on retrouve des attitudes de démarche qui visent plutôt l'encapacitation et la particularisation des enjeux. Et chose qui est vraiment intéressante, je trouve, parce que c'est vraiment un paradigme presque politico-philosophique derrière, c'est de savoir est-ce que prendre en compte les occupants, c'est essayer de modéliser les modes de vie et essayer du coup d'identifier les bonnes pratiques et essayer de les vendre comme des comportements souhaitables, ou est-ce que à l'autre extrême, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre les habitants en projet, c'est mettre les gens en projet de transformer non seulement leur habitation ou leur bâtiment, mais se mettre aussi en projet d'agir autrement, de repenser leurs besoins et de repenser leurs usages. Et derrière ça, il y a la question de l'expérimentation au changement, non pas au départ d'une pratique idéalisée qu'il faudrait transmettre à l'habitant, mais plus au départ des pratiques habitantes et de leur réalité, de comment est-ce qu'on peut partir de cette réalité-là pour provoquer des postures de changement. Et dans cette littérature-là, on retrouve non pas une dualisation, mais plutôt une complémentarité entre ces deux démarches pour essayer d'atteindre la question de l'ordre de grandeur, puisqu'on parle ici effectivement de devoir rénover une quantité du parc bâti assez importante en un laps de temps de à peine quelques décennies. Ça, vous le savez. Alors, ce faisant, en regardant la question de manière systémique, on s'intéresse à qui sont les acteurs qui sont mis en mouvement pour résoudre cette question. Et sans trop caricaturer, même si je me doute que certains le trouveront un peu caricatural, actuellement on est dans une logique qui vise à soutenir une forme de marché de la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des incitants et des dispositions qui sont générées par les acteurs publics envers les propriétaires habitants, envers les entreprises privées et les acteurs privés, de manière finalement à mettre en œuvre un lien entre un habitant qui souhaiterait rénover et une entreprise qui a les capacités pour opérer cette rénovation. Et il est peut-être intéressant, et ça c'est un petit message, une question finalement aux acteurs, notamment des formations sectorielles, c'est la question de si on regarde ce dispositif réellement comme systémique, est-ce que la manière dont on forme les différents acteurs ne pourrait pas être beaucoup plus collégiale, c'est-à-dire de pouvoir effectivement travailler toutes compétences confondues, essayer de résoudre des cas et essayer de les lire à ce niveau de la complexité, de comprendre les rôles de chacun de ces acteurs au sein de cette complexité et du coup d'augmenter notre capacité à être acteur de cette logique systémique plutôt qu'à travailler de manière indépendante ou par trop délâchée. Alors, à travers cette question de comment est-ce que ces acteurs-là interagissent, je me suis intéressé au rôle qu'on donne à l'architecte.
Ici, j'ai fait une bulle où j'ai intégré les bureaux d'études techniques spéciales, mais je vais surtout m'intéresser au rôle de l'architecte. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est au-delà des compétences techniques qu'on attend d'un architecte, quelles seraient les compétences attendues qui seraient autres? Et comment est-ce qu'un architecte pourrait, entre guillemets, soutenir sans contrainte une écologisation des comportements énergétiques? Puisque le constat qu'on peut faire, c'est que si je regarde la manière dont l'architecture, dans son enseignement et dans sa pratique, ont été impactées depuis les années 80 par rapport à cette question, on se rend compte qu'effectivement, l'accent sur la capacité des architectes à générer des objets techniquement performants est quelque chose qui a subi un accroissement progressif. Maintenant, la performance environnementale des matériaux commence à s'intégrer dans les cursus de formation et dans les pratiques des bureaux d'études et des architectes également, mais on voit que cette question est strictement orientée sur l'objet technique et sa qualité, sa performance. Et comment est-ce qu'on peut regarder l'autre volet de cette compétence en essayant de voir comment est-ce qu'on peut alimenter cette question des comportements. Alors, ici, c'est une proposition et je vais vous raconter une certain nombre d'histoires qui montrent, qui éclairent un peu, qui ouvrent la voie de ce que ça pourrait vouloir dire, cette question de s'intéresser aux enjeux sociotechniques de cette question de l'économie d'énergie dans la rénovation. Donc, repenser les pratiques architecturales, je proposerais qu'il y ait trois types d'activités. La première, ce serait reconceptualiser l'approche du confort en réinsérant les techniques actives et passives dans la pensée du projet. Je ne vais pas faire long là-dessus, mais effectivement, on observe qu'en général, la capacité de l'architecte à penser, par exemple, comment je chauffe le projet que je suis en train de dessiner est relativement faible. En tout cas, cette question-là arrive relativement tard dans les préoccupations conceptuelles, on va dire. Or, je pense que ça doit revenir vraiment à une espèce de question première dans les mécanismes de conception. D'autre part, il y a une question de décodification et de renourriture de la notion de programmation, et notamment de rencontrer plutôt cette question au travers d'un scan des usages en les liant à des besoins en énergie et à quelque chose qui est aussi un outil, selon moi, qui est une capacité à déspécialiser les pièces, c'est-à-dire à pouvoir permettre non pas de nommer les pièces pour ce qu'elles, enfin de manière traditionnelle, mais plutôt à opérer chaque pièce comme étant un espace capable d'accueillir un certain nombre d'usages dans une vision peut-être plus flexible. Et troisième angle qui est ce qu'on pourrait appeler à réalimenter les imaginaires et les représentations du confort et de la domesticité, afin d'explorer qu'est-ce que peut être une vision plus saisonnière, par exemple, des modes d'appropriation de l'espace et qu'est-ce que ce serait finalement, comment est-ce qu'on considérerait le confort si on considérait la variation thermique comme une qualité plutôt qu'un défaut. Pour moi, c'est aussi une question qui pourrait vraiment être intéressante à explorer. Alors, petite histoire rapide pour vous faire percevoir parfois les cadenas dans lesquels on est et qui nous empêchent peut-être de lire les choses autrement, qui est cette histoire du chauffage ou de la généralisation d'un standard de confort thermique. Si on regarde l'histoire du chauffage, on comprend que globalement, le chauffage au départ, c'est un lieu dans un bâtiment vers lequel on se tourne pour aller chercher la chaleur. Et donc, il y a bien un comportement actif de l'occupant pour aller chercher cette source de chaleur. Progressivement, cette source de chaleur, elle se déploie de dispositifs techniques qui s'améliorent, qui varient. Vous voyez ici le poêle sur lequel on s'assied et qui est alimenté par un foyer qui se trouve dans la pièce d'à côté. Vous voyez des outils qu'on a inventés, des outils techniques qu'on a inventés pour transporter la chaleur sous les draps. Vous voyez ici un moine, c'était quelque chose qu'on glissait sous la couette. Et peut-être vous avez déjà vu ces ustensiles-là dans certains musées ou chez vos grands-parents. Progressivement, on voit cette envie de finalement amener la chaleur ailleurs dans l'habitation. Le poêle apparaît et la multiplication des conduits de cheminée permet effectivement d'aller créer, entre guillemets, des dispositifs techniques de chauffage qui se décentralisent, c'est-à-dire qu'on va aller les placer dans chaque pièce, et puis tout d'un coup apparaît un miracle qui s'appelle le chauffage central, et qui est notre paradigme de chauffe au jour d'aujourd'hui, mais qui a construit progressivement notre manière de voir cette question de rapport à la chaleur, c'est-à-dire que notre rapport à la chaleur, c'est qu'il faut la diffuser dans l'ensemble des pièces de l'habitation pour, a priori, atteindre un niveau de confort thermique relativement semblable dans chaque pièce. Et je pense que cette histoire-là n'est pas finie. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt à essayer de se la réapproprier pour comprendre comment est-ce que les dispositifs techniques, le rapport à la chaleur,
la manière dont les objets techniques jouent un rôle et dont les comportements jouent un rôle avec ces objets techniques, un peu finalement réouvrir la question et nous amener à proposer des modes innovants de réflexion. Une deuxième histoire, c'est l'histoire de la climatisation active, que je qualifie, ou la perte du sens de l'enveloppe comme régulateur climatique. C'est-à-dire que ici, rapidement, dresser les premiers systèmes de climatisation arrivent dans les années 20. Ils se déploient principalement dans les grands cinémas et grands théâtres américains et font apparaître le blockbuster de l'été. C'est-à-dire qu'on a affaire à des théâtres qui sont en été déserté parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et donc, tout d'un coup, la climatisation arrive et permet effectivement de développer toute une industrie. Et ici, vous voyez d'ailleurs la manière dont finalement le fait d'aller au cinéma, c'est presque avoir un bon conditionnement d'air qui est mis en avant par rapport à la question de la qualité du film. C'est comme une inversion symbolique où c'est d'abord finalement cette qualité de confort qu'on propose aux gens. Ce conditionnement d'air se démocratise dans les années 50 si vous vous intéressez à cette histoire-là, vous constaterez, enfin en tout cas il y a des auteurs qui donnent des chiffres sur le déploiement et les conséquences dans la consommation électrique aux États-Unis du déploiement de la climatisation. Mais il faut se rendre compte aussi que cette climatisation, tout d'un coup, elle permet effectivement de s'affranchir des conditions climatiques extérieures. Et donc, en architecture, par exemple, l'émergence du style international, donc ces bâtiments relativement vitrés dont les façades ne sont pas nécessairement traitées en fonction de l'orientation, en fait, elle est complètement liée à cette apparition d'une technologie dont on sait très bien qu'elle a des impacts sur la consommation énorme. Et si on regarde l'évolution de la consommation électrique en Chine, induit par le boom des systèmes de climatisation, on observe aussi des phénomènes assez inquiétants. Et alors, je vous ai mis en dernière petite slide, enfin photo de ce truc-là, de cette histoire-là, un hamac sous un arbre, pour se dire en fait comment est-ce qu'on construit notre rapport à la fraîcheur. La question n'est pas de savoir a-t-on ou pas besoin de fraîcheur, c'est si on a besoin, comment est-ce qu'on construit des dispositifs techniques, quand on imagine des dispositifs techniques qui finalement permettent de rencontrer ce besoin en froid. Alors, moi je ne suis pas devin, vous non plus, mais je pense qu'avec les modifications climatiques qu'on va subir à l'avenir, je pense que cette question de besoin en froid va devenir peut-être quelque chose qu'on considérera après comme un impensé. Et pour appuyer encore un dernier point sur cette question du besoin en froid, prendre appui sur le parc de bâtiments existants et sur leur environnement, pour moi, ça me paraît hyper important parce qu'en fait, on a un parc de bâtiments qui est relativement inertiel, relativement capable de lutter contre des questions de surchauffe. Et je pense qu'il y a une certaine tendance en survalorisation des besoins en chauffage qui nous fait en fait perdre cette qualité-là. Et je pense qu'il y a un effet rebond là derrière qu'il faut vraiment essayer de ne pas passer sous silence. Et donc, une conception énergétique, je pense qu'elle doit s'articuler autour de trois grandes activités. Et vous remarquez qu'à chaque fois, j'ai mis co-construire, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, il n'y a pas de conception énergétique qui se fait en loge, c'est-à-dire qu'elle se fait avec d'autres partenaires. En l'occurrence, co-construire une connaissance systémique de l'environnement du projet, son orientation, ses lumières aiguës, son ensoleillement, ses environnements, ses réseaux, etc. Et par exemple, l'expertise habitante, pour moi, a énormément de sens. C'est-à-dire que quand on travaille sur un parc de bâtiments existants, s'intéresser à la connaissance de l'environnement que les habitants ou les propriétaires ou les occupants en ont, je pense que c'est un dispositif, entre guillemets, de prise d'information qui me paraît extrêmement souhaitable. Co-construire une connaissance du bâtiment dans ces typologies, pathologies, matériaux, systèmes constructifs, etc. Je pense aussi que c'est quelque chose qui a une extrême importance et de nouveau, l'expertise habitante, je pense, a tout son intérêt. Mais là où elle est la plus conséquente pour moi, c'est dans la co-construction du projet d'habiter, à travers un travail au départ des pratiques habitantes lorsqu'il y en a, donc lorsque l'occupant est connu. Et ça, par exemple, moi j'ai fait un travail sur de la rénovation scolaire où réellement on a été enquêté sur les pratiques des enseignants, sur les pratiques des étudiants, etc., pour essayer de prendre appui sur ces pratiques-là pour penser des stratégies de notamment choix de techniques spéciales, etc. Travailler sur la définition des usages, que fait-on, quand le fait-on, et donc intégrer le temps dans ces usages, ne pas considérer qu'ils sont en permanence activés, et de quoi a-t-on besoin pour le faire. Et enfin, travailler une redéfinition du confort qui intègre les saisons et qui peut-être prend appui sur cette question du rapport à la chaleur et du rapport à la fraîcheur. C'est-à-dire que
Qui est-on face à la chaleur, face à ce besoin, face à cette envie d'avoir chaud ou d'avoir froid? Je pense qu'il y a une dimension psychosociale derrière qui est peut-être effacée par nos manières de voir actuelles. Alors, je voudrais juste relater rapidement, pour finir, un petit exercice que j'ai mené avec un groupe d'étudiants de Master 1, bon, ils étaient 90 quand même, l'année passée, dans un cours qui s'appelle Application technique, partie équipement du bâtiment. Et donc, c'est un cours où ils apprennent à équiper des bâtiments de systèmes techniques. Et je me suis dit, je vais leur poser une question un peu particulière. Je vais leur dire, sur base des besoins et des usages et des valeurs d'une famille imaginaire, ce qu'on appelle un persona, qu'ils devaient imaginer eux-mêmes, donc ils devaient fantasmer une famille. J'ai demandé à chaque groupe de concevoir un projet architectural et du coup d'effectuer des choix techniques, d'accord, pour ce projet-là, qui favoriserait, selon le groupe d'étudiants, une réduction drastique du bilan annuel de consommation en énergie primaire de cette famille. Et donc, je ne leur ai pas demandé de décider ou de concevoir un bâtiment très performant, je leur ai demandé de penser à un système en adéquation avec les spécificités de cette famille-là. Alors, les étudiants sont bien amusés à essayer d'imaginer des familles un peu fantastiques. Mais ce qui était intéressant, c'est que je leur avais demandé de détailler assez bien les choses. Donc, je leur ai demandé d'écrire chaque personnage, qui il était, ce qu'il faisait, ses habitudes, ses envies, etc. Y compris un chien, vous voyez, voilà, personnage de la maison. Je leur ai demandé aussi d'écrire la systémique familiale, c'est-à-dire qui est-ce qu'on a affaire à un père dominateur dictatorial, est-ce qu'on a affaire à un couple en dilettante, voilà, quelles sont les valeurs aussi qui sous-tendent la famille, qu'est-ce qui les rassemble, quelles sont leurs pratiques, de manière à explorer finalement comment est-ce qu'une description aussi ouverte et aussi complexe d'un système finalement familial pouvait construire des points d'appui décisionnels en matière de projet. Alors, je ne vais évidemment pas vous rétrocéder l'ensemble des réactions, mais ça, c'est des images que les étudiants ont produites à ma demande. Donc, par exemple, je leur demandais de produire des plans coupe-schéma, des techniques, etc., mais aussi de produire une image de l'intérieur de leur projet. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec les images que produisent les étudiants en architecture, mais en général, on met assez peu de personnages et on met assez peu de détails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, des casseroles mises sur un mur, aucun étudiant d'architecture normal ne mettrait ça sur son projet de fin d'études pour raconter le projet qu'il va mettre en place. D'ailleurs, l'enseignant serait probablement un peu dégoûté par ce type de rendu-là. Et ici, tout d'un coup, on observe les étudiants qui commencent à prendre compte une forme de domesticité. Ils choisissent des matériaux pour des qualités, par exemple d'effusivité. Pour pouvoir marcher pieds nus, on convoque un matériau particulier. Parce qu'il y a une manière de cuisiner ou un rapport à la chaleur particulier, on pense le système en interaction avec ces usages-là. Et voilà, c'est un petit moment que je vous partage de cette question de qu'est-ce qui se passe quand l'architecte pense au départ des usages et dans une manière de soutenir des comportements, sans nécessairement imposer des comportements préétablis comme étant économes, et qu'est-ce que ça peut changer pour eux. Un élément aussi qui est ressorti, c'est qu'ils ont dû se positionner sur combien de mètres carrés est-ce qu'il fallait pour bien vivre. Et ici, je vous ai mis finalement sur les 18 projets qui ont été conçus par groupe de 6 étudiants, la variation. Et je leur ai montré, je dis, ben voilà, il y a des étudiants qui considèrent qu'avec 19 mètres carrés par personne, eh bien, on vit bien. Et d'autres considèrent qu'il faut 50 mètres carrés. Et parce que pour moi, c'est aussi un enjeu des capacités de conception d'un architecte dans ces questions-là, c'est de savoir en fait comment est-ce que je peux penser le dispositif architectural pour essayer de faire en sorte que les besoins en fraîcheur et les besoins en chaleur, finalement, ne soient pas nécessairement articulés ou traduits dans des mètres carrés qui font projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dissocier les mètres carrés d'été, les mètres carrés d'hiver et les mètres carrés d'habitation. Et comment est-ce que cette manière de poser des questions avec chaque fois un angle d'attaque différent permet finalement de repenser comment je réponds à ces besoins quand je les ai identifiés. Et pour finir, je voudrais bien vous ramener à cette définition du confort qui est issue de Larousse et qui dit ensemble de commodités, des agréments qui produit le bien-être matériel, tranquillité psychologique, intellectuelle, morale obtenue par le rejet de toute préoccupation. Donc ça, c'est notre définition moderne du confort. C'est comme ça qu'on voit le confort, c'est un ensemble de commodités qui nous permettent de ne pas nous préoccuper.
Or, les conséquences de ce confort matériel, essentiellement basé sur la consommation d'énergie, puisque c'est le cas, nos modes de vie sont quand même essentiellement basés sur la consommation d'énergie, eh bien, font naître une préoccupation plus diffuse, mais dont on fait déjà l'expérience. C'est cette question de cet environnement qui se transforme, dont on observe effectivement des conséquences sur la biodiversité, sur le climat, etc., commence à nous préoccuper. Cette préoccupation, elle est latente et elle rejoint d'autres préoccupations qui sont de l'ordre économique, sur la question de la précarité énergétique. Je pense que je ne la nie pas du tout en disant ça, mais elle s'invite dans nos préoccupations. Et la question en tout cas, moi, qui m'intéresse fort, c'est comment est-ce qu'on peut se repréoccuper d'énergie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut insérer la question de l'énergie au sein de nos préoccupations et puis finalement réinterroger le rapport au chez-soi, redonner de l'importance au lieu dans lequel on habite. Et il me semble que ce faisant, en remettant cette question-là au centre, je pense on pourrait arriver à faire en sorte que les projets de rénovation énergétique ne se résument pas à une transformation de l'enveloppe, parfois relativement hasardeuse, mais plutôt réellement de faire en sorte que les intentions derrière les projets, finalement, puisse partir du point de départ de cette question que c'est les acteurs et les habitants effectivement qui sont auteurs de ces consommations. Voilà, ici je vous ai mis l'ensemble des articles et de la littérature sur lesquels je me suis basé et je pense que, en tout cas moi, j'ai pris un plaisir fou à lire ces différents articles et à essayer de les mettre en musique les uns par rapport aux autres. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir, à explorer ces questions-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais tout de suite passer la parole à Bruno Buche. Il va revenir sur des notions que vous avez évoquées et convoquées, notamment celle de confort. Je pense qu'il va aussi en parler. Et voilà, il va poursuivre la réflexion sur ces évolutions aussi constatées sur le terrain, dans les pratiques, les usages et la conception pour cette question de rénovation énergétique. Merci, merci Delphine, merci Jean-Philippe. Donc, même exercice donc pour moi. Donc, je vais essayer de vous présenter donc, notre vision, notre approche en tant qu'ingénieur ici, donc en tant que, je dirais, bureau d'études et plus spécifiquement donc, en tant qu'ingénieur, je dirais, dans la cellule énergie et durabilité, parce qu'à l'heure actuelle, en effet, les ingénieurs n'étudient plus pas que les aspects techniques, mais intègrent également maintenant d'autres notions qui sont liées à la rénovation, telles que la durabilité. On a parlé d'analyse de cycle vie et autres, et donc ce sont des notions qui, à l'heure actuelle, sont importantes dans tout projet donc, de rénovation énergétique. Alors, donc, la présentation est un ensemble, si vous voulez, d'images ou de slides, dont l'objectif est de préciser un petit peu le contexte, le rôle, ces notions de confort, la complexité qu'on peut retrouver dans une rénovation par rapport à un nouveau bâtiment. Alors, je vais essentiellement axer sur la partie plutôt tertiaire. Donc, c'est plutôt donc, ce type de bâtiment sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle. Bien entendu, nous avons des rénovations dans le domaine résidentiel, mais c'est vrai qu'on travaille plus sur les niveaux tertiaires. Et puis, alors après, je parlerai également donc, des nouveaux outils, des nouveaux matériaux et des nouvelles approches qui sont donc à l'heure actuelle donc, en cours de développement au sein de notre bureau d'études, mais également, je dirais, de manière généralisée au sein de l'ensemble de nos confrères. Donc, la première petite image, bon, je pense que vous avez tous compris. Donc là, c'est une thermographie, en fait, je pense, qui est prise au niveau de la ville de Namur, qui représente un petit peu donc, les déperditions au niveau des toitures, au niveau des bâtiments existants et qui montre l'enjeu majeur au niveau donc, de cette rénovation. Alors, très rapidement, donc, le contexte, Jean-Philippe l'a évoqué. Contexte au niveau de la rénovation, donc on a donc un bâti vétuste avec des consommations donc énergétiques importantes, une perte de vision et du contrôle du bâtiment. Donc il y a pas mal de bâtiments où il n'y a même pas de compteur ou du moins pas de division de comptabilité et autres, et où les maîtres d'ouvrage n'ont même pas une notion importante de leur consommation énergétique. Confort en diminution par rapport, on verra, par rapport à la réglementation, mais de manière générale, que ce soit au niveau éclairage, que ce soit au niveau thermique, que ce soit au niveau rafraîchissement,
on a donc des bâtis qui se détériorent et qui n'offrent pas un confort optimal pour les occupants des bâtiments, et des corrections qui sont plus onéreuses, je dirais, et parfois plus complexes, on va le voir dans quelques exemples par la suite, plus complexes à mettre en place pour essayer d'intégrer quand même au mieux quand même toutes ces techniques ou toutes ces réflexions à l'intérieur d'un bâti existant, avec parfois un caractère architectural important et autres. Alors, quels sont les enjeux? Donc, d'une part, on a des enjeux qui sont liés à la réglementation, qui évoluent énormément. Donc, je pense que quand j'ai commencé, on ne parlait pas encore de la PEB. Et puis, voilà, typiquement, la PEB est arrivée. Et donc, on a des enjeux qui, à l'heure actuelle, nous sommes sur du QZEN. Donc, des enjeux qui sont de plus en plus élevés. Il y a d'autres comme l'arrêté, j'imagine que vous connaissez l'arrêté royal au niveau de la ventilation, qui impose maintenant des débits de ventilation d'air hygiénique importants et de renouvellement au sein donc, des bâtiments, qui sont donc des contraintes importantes dans le cadre de ces rénovations. Alors, au niveau des enjeux également énergétiques, on verra diminution des consommations, production, stockage. Maintenant, on parle également de stockage d'énergie. Impact environnemental, on verra qu'une rénovation doit être vue dans sa globalité et pas spécialement sur uniquement les aspects énergétiques, mais également sur la durée de vie globale du bâtiment, y compris ses consommations en tant que fonctionnement. Alors, il y a une petite notion qu'on verra après. Donc, il y a des nouveaux marchés qui apparaissent, qui sont des contrats de performance énergétique, qui associent conception et suivi de bâtiment avec des garanties de résultats. Donc, voilà, j'en parlerai un petit peu à la fin de cette présentation. Le bien-être extrêmement important et l'image à l'heure actuelle qui reste en effet très important toujours pour les maîtres d'ouvrage et qui permettent entre autres de justifier une partie de leur investissement. Très rapidement, donc, le secteur du bâtiment, donc résidentiel et tertiaire, donc, représente à lui seul un peu plus de 30% des énergies consommées donc, en région wallonne, 42% pour l'industrie, 21% pour le transport. Et on voit quand même que la partie résidentielle représente tout de même à l'heure actuelle la grosse part avec 23% de consommation d'énergie finale. Alors qu'ils ne sont pas d'énergie primaire. Donc là, il y a une différence entre l'énergie finale et l'énergie primaire. Donc ça, si on pourra en discuter par la suite, si vous le désirez. Alors, j'ai remis ici dans cette petite évolution, Jean-Philippe en a parlé, je pense, avec d'autres images, mais l'évolution quand même des immeubles de type bureau à travers donc, le XXe siècle, qui est assez importante et qui résume un petit peu bien quand même l'évolution au niveau de ces bâtiments. Donc, jusqu'à, je dirais, début 20e, on avait des bâtiments qui étaient très peu éclairés, et très peu de systèmes et très peu confortables. Et puis à partir, je dirais, de 1950-1960, on a ouvert un peu plus cette enveloppe, beaucoup plus donc de surface vitrée. On a éclairé, on a intégré quand même un peu plus de systèmes techniques avec des groupes de ventilation et on s'est soucié très peu du confort et des aspects énergétiques. Donc surchauffe importante, consommation énergétique importante. Donc, je dirais, vers les années 80, on a fait des systèmes high-tech très performants, c'est-à-dire qu'on a gardé l'enveloppe sans avoir une réflexion complète au niveau du bâti. Et puis, on a mis une multitude, si vous voulez, de systèmes techniques avec des groupements de traitement d'air, des productions d'énergie pour le chaud, pour le froid. Et donc là, on a apporté du confort, mais on a augmenté fortement le niveau de consommation énergétique. Et à l'heure actuelle, on est plutôt dans une réflexion, je dirais plutôt complète, où on est plutôt sur une réflexion low-tech, où on va plutôt donc d'abord essayer d'interagir dès le début des phases de conception sur d'abord l'enveloppe et l'interaction de l'enveloppe du bâtiment vis-à-vis de ses occupants, y intégrer des notions donc d'abord de réduction de consommation énergétique en chaud, mais également en froid avec des protections solaires ou autres. Il y a les aspects inertie, les aspects de free cooling, les aspects en effet de différentes notions, et également cette notion de segmentation qu'on peut voir ici, c'est-à-dire qu'on va peut-être centraliser les fonctions en fonction donc en fonction des occupants. Alors, à travers cette image, j'ai voulu donc un petit peu rappeler le rôle important
que l'enveloppe joue vis-à-vis de l'environnement extérieur et vis-à-vis donc des occupants. Alors d'abord, donc l'enveloppe vis-à-vis de l'environnement extérieur, donc elle a un rôle vis-à-vis du contrôle solaire, vis-à-vis donc du vent, vis-à-vis du bruit, vis-à-vis donc des végétaux. Et donc l'objectif est d'arriver à filtrer ou du moins à traiter et d'optimiser donc ces différentes sources pour pouvoir permettre d'obtenir le meilleur confort au niveau des occupants. Donc l'humain, donc l'occupant se trouve au centre fondamentalement de cet environnement et donc le bâtiment va faire le filtre à travers. Et donc là, on a toute une réflexion au niveau de l'enveloppe. Et puis, donc, les systèmes techniques, que ce soit au niveau de la HVAC, mais également au niveau des protections solaires et autres, vont être l'interaction, si vous voulez, entre l'occupant, ce bâtiment et l'environnement. Donc, on en vient au niveau donc, de cette notion donc, de confort. Confort, donc Jean-Philippe l'a très bien explicité donc, tout à l'heure. Le confort des occupants est essentiel. Il faut savoir, et ça j'en parlerai tout à l'heure, qu'à la fin d'une rénovation énergétique d'un bâtiment ou à la fin de la conception d'un nouveau bâtiment, après la réception provisoire définitive, toutes les plaintes ou tous les problèmes de fonctionnement qu'on peut avoir ne sont pas des problèmes énergétiques, mais sont plutôt des problèmes de confort. Et donc, la première chose à faire est de régler d'abord ces problèmes de confort et puis seulement de le suivre et de régler des problèmes qui sont liés à l'énergie. Alors, très rapidement, quels sont les paramètres qui déterminent le confort? Donc ça, je pense que peut-être que une bonne partie d'entre vous le savent, mais il y a 7 paramètres. 2 qui sont liés donc à l'homme, donc le métabolisme et l'habillement. Donc ça, on fait pas mal de sondages ou de questionnaires en phase de commissioning. On en a fait une ici, entre autres, au sein du bureau. Et donc, en fonction d'ailleurs du sexe, l'homme, la femme, on a donc des ressentis totalement différents au niveau du confort proposé par le bâtiment. Alors, 5 sont liés à l'environnement et ceux-là, ils peuvent tout à fait se mesurer de manière très objective avec des appareils locaux ou avec des sondes qui sont placées. Et donc, ils sont liés à la température de l'air, la température des surfaces, très important, hein, ce qu'on appelle la température opérative, qui est la température moyenne entre la température des surfaces et la température donc, de l'air. L'humidité relative, le mouvement de l'air et le rayonnement solaire direct pour l'éblouissement ou pour des surchauffes locales. Alors, il y a également des paramètres psychologiques qui sont extrêmement importants dans le cadre de toute rénovation ou dans le cadre de toute conception de nouveaux bâtiments. Les utilisateurs acceptent des températures plus élevées s'ils peuvent agir sur leur habillement, sur l'ouverture des fenêtres et sur les stores. Hein, donc, il y a, je pense que tout le monde connaît le cas de bâtiments, il y en a beaucoup à Bruxelles ou dans des tours où on ne laisse pas la possibilité à l'occupant d'interagir avec son environnement extérieur, avec l'ouverture des fenêtres ou la gestion des stores. Et donc là, automatiquement, nous avons donc plus de cas de mécontentement au niveau du confort, au niveau des occupants. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre la petite phrase en dessous. Le fonctionnement optimal d'un bâtiment évite de gaspiller entre 10 et 30% de sa consommation énergétique. Et surtout, l'amélioration du confort et la sensibilisation des occupants suscitent leur adhésion. Donc ça, c'est extrêmement important. Expliquer aux occupants comment fonctionne le bâtiment, comment ils doivent interagir avec le bâtiment, est une étape pour moi essentielle et importante pour susciter l'adhésion des occupants et améliorer le confort des occupants. Alors ici, je vais un petit peu illustrer plutôt sur les aspects techniques, la complexité, 2-3 exemples de complexité qui peut être engendrée par la rénovation énergétique par rapport à, je dirais, de la conception d'un nouveau bâtiment. Vous avez ici l'exemple du SIAC, hein, donc le MAMA qui est devenu le SIAC ici, donc sur le musée de la Maurie ici, donc à Liège, avec d'une part toute la partie existante qui a été rénovée et puis toute la boîte qui a été rajoutée avec l'architecte PhD, donc Rudy Ricciotti. Et toute la complexité ici était bien entendu donc une rénovation complète, aussi bien au niveau donc de l'enveloppe, pour permettre d'avoir des diminutions de consommation donc au niveau du chaud, mais également permettre donc un rafraîchissement, je dirais,
naturel et actif quand même, mais surtout d'intégrer donc toutes les techniques à l'intérieur de cette architecture déjà bien marquée. Hein. Et donc ici, donc j'ai voulu illustrer donc toute la complexité qu'on peut avoir en intégrant donc toute cette gaine de ventilation à l'intérieur donc du bâtiment, ce qui n'a pas été facile du tout. Un autre exemple ici a été la rénovation du bâtiment donc pour la SPW, donc la DGO 4, donc à Namur, où vous avez toute une partie donc sur 4 niveaux qui a été rénovée, puis un dernier étage. Donc ici, c'est une nouvelle boîte qui a été ajoutée. Et donc au niveau donc du bâtiment, donc il y a eu toute une réflexion qui a été portée pour justement donc essayer de limiter le refroidissement actif. Et donc, un système de rafraîchissement, je dirais, passif a été mis en place de manière très contrôlée. Donc, c'est un système donc, de night cooling avec des fenêtres motorisées donc, qui s'ouvrent et il y a donc des sondes qui sont placées au niveau des dalles qui permettent de mesurer, si vous voulez, l'activation donc, de cette dalle béton pour pouvoir commander la fermeture de ces fenêtres. Alors, dans le cadre donc d'une rénovation, donc on a bien entendu toute la complexité des hauteurs donc sous plafond, l'intégration des chassis motorisés et toute cette complexité de cheminement, si vous voulez, de l'air pour permettre un terrain naturel à travers. Ici, c'est la cage escalier qui a permis donc de créer un effet cheminée. Alors, il y a également une autre interaction qui a été étudiée, l'interaction avec le soleil pour limiter les apports solaires, où là, il y a, vous voyez, donc toutes des protections solaires verticales, où il y a du BIPV qui a été intégré, et ça fait l'objet donc d'études poussées au niveau de l'ensoleillement pour pouvoir déterminer heure par heure l'impact qu'on aurait pu avoir au niveau des différents locaux. Un nouvel exemple ici, c'est pour la rénovation de bâtiments de bureaux de grande taille situés à Bruxelles, qui est à l'heure actuelle occupé par la Commission européenne et qui illustre relativement assez bien la complexité donc, de la rénovation parce que nous avons des hauteurs sous plafond extrêmement faibles et un cahier des charges extrêmement compliqué pour pouvoir permettre de voir le maximum de confort au niveau des occupants. Et donc, typiquement ici, j'ai voulu illustrer à travers cet exemple aussi la complexité de mettre en place un système de groupe de ventilation mécanique double flux demandé pour différentes raisons, hein, pour de l'hygrométrie, pour de la récupération de chaleur. Et donc ici, il y a tout un système qui a été imaginé de passer par les façades à travers l'isolant. Donc, il y a différents types d'isolants. Je pourrais vous expliquer ça par la suite. Et donc, avec chaque fois des percements par l'extérieur. Même bâtiment, l'objectif ici du maître d'ouvrage est de se passer d'énergie fossile. Donc, il y a tout un système de géothermie à système ouvert avec 4 doublets, donc une entrée, une sortie, et donc qui est mis en place au niveau -1 et au niveau -2 au niveau donc, des sous-sols. Et donc, toute la complexité de faire entrer des machines de forage exploratoire donc, au niveau du projet. Donc là, ça demandait quand même 2 à 3 mois d'exploration avec différents foreurs pour voir. Et donc là, les machines vont être démontées pour pouvoir être remontées à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir faire un forage exploratoire. Alors, rénovation énergétique, c'est bien, mais je veux dire, il faut intégrer également, c'est la rénovation dans le cadre d'une vision globale. Donc ici, je dirais qu'on a plutôt parlé d'énergie grise, donc ils sont plutôt liés l'extraction, transformation, transport des matériaux de construction, mais il ne faut pas oublier non plus tout le cycle au niveau de l'énergie opérationnelle, consommation d'énergie donc dans le bâtiment. Alors, j'ai voulu illustrer ici justement donc tout l'impact important de l'énergie qui est liée au fonctionnement du bâtiment. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une rénovation, mais plutôt ici dans le cadre d'une conception ici au niveau résidentiel d'une maison. Hein. Mais la réflexion est similaire pour la rénovation. Donc, vous avez à gauche une maison classique où vous avez l'impact en termes de CO2 par mètre carré lié aux matériaux, lié au transport et à la construction, lié donc au fonctionnement du bâtiment et lié à son fin de cycle de vie, donc plutôt donc
au traitement donc au niveau des déchets. Et donc, vous avez ici une maison classique, vous avez ici l'impact au niveau d'une maison passive, où vous voyez que vous avez un impact plus important au niveau des matériaux, mais vous gagnez énormément et de manière globale en absolu plus sur le fonctionnement donc, du bâtiment. Et pareil ici au niveau donc, de bâtiment, donc Nearly zéro énergie. Donc ici, c'est une petite illustration donc, qui provient donc, de l'IBGE et qui, typiquement dans le cadre de la rénovation, montre la réduction des impacts. Alors ici, c'est un indicateur, c'est en euros par mètre carré. C'est un indicateur utilisé en effet par différents organismes qui permettent de comptabiliser l'impact au niveau donc, et de tenir compte de l'ensemble des paramètres au niveau d'une rénovation. Et donc là, on voit bien que dans le cas d'une rénovation lourde, on a un impact plus important au niveau des matériaux, mais on va avoir une forte diminution de l'impact lié donc à la transmission du bâtiment et donc, si vous voulez, à la consommation du bâtiment en mode de fonctionnement. Et on a tout intérêt à faire une rénovation lourde plutôt qu'une reconstruction. Alors, bon, on s'entend, mais là, c'est une moyenne qui a été faite au niveau de cette base de données. Alors, rénovation, c'est technique performante, évolution des outils. Donc, très rapidement, donc, la conception, l'évolution des outils dans le domaine de la rénovation évolue. Et donc, on a à l'heure actuelle, au service du bureau d'études, un tas de d'outils qui existent pour calculer des ponts thermiques. Donc, ici à gauche, par calcul par élément fini, optimisé fondamentalement dans le cas d'une rénovation. Donc, on a beaucoup de ponts thermiques et donc, il y a toute une réflexion à ce niveau-là. On a des outils pour faire des études solaires, pour faire des simulations thermodynamiques, ventilation naturelle. Donc là, typiquement, c'est une étude qui a été faite pour intégrer donc, toute cette réflexion au niveau de la ventilation naturelle. Et donc, nous avons donc pas mal d'outils qui permettent d'améliorer la prédiction des consommations énergétiques après rénovation. Ça, c'est donc un outil également qui a été développé au sein du bureau qui permet donc d'évaluer les aspects environnementaux sur les aspects structurels. Et donc, dès le début, très rapidement, en phase d'esquisse et d'avant-projet, donc on a la possibilité d'étudier l'impact de différents types de structures, bois, béton, mixte et autres, et leur impact, donc aussi bien donc, au niveau d'émissions de CO2 que stock biogénique et bien entendu les impacts financiers. Ça va permettre aux maîtres d'ouvrage donc de faire un choix, non pas uniquement sur les aspects financiers, mais également sur les aspects environnementaux, dès le début en phase de conception. Alors, il existe des outils également qui sont à disposition. Je pense que tout le monde connaît maintenant l'outil Totem. Donc, qui est en effet donc, un outil donc, environnemental qui permet donc d'évaluer donc, la performance environnementale basée sur l'analyse du cycle de vie des matériaux qui tient compte, bien entendu, donc, des différents éléments, donc du produit, des éléments du bâtiment sur les différents aspects. Alors, rénovation, c'est technique performante. J'ai voulu ici illustrer un petit peu l'évolution donc, des matériaux. Les matériaux, ils évoluent. Alors, ils évoluent à différents niveaux. Hein. Donc là, je vais simplement illustrer 2-3 évolutions plutôt high-tech, mais il y a également un paquet d'évolutions également plutôt low-tech avec la paille ou les terres crues. Hein, donc, mais ici, j'ai voulu mettre un exemple d'un isolant donc mince qui est sous vide. Il est ici qui est appliqué donc, pour mettre sous une chape. On a des projets à l'heure actuelle de rénovation en résidentiel pour des logements sociaux à Bruxelles. Et typiquement, pour isoler les bâtés de fenêtres où on a que très peu d'espace pour pouvoir isoler correctement. Donc, on vient mettre un isolant donc, de 2 cm et à 13-14 cm de PU. Et on vient y coller donc, un miroir dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de perforation à travers cet isolant, ce qui permet également d'augmenter l'éclairage naturel à travers, donc, à travers le logement. Un autre type de matériau qui évolue, c'est le vitrage. Le verre, il y a énormément d'évolution à travers le verre. Il y a du verre sous vide également, hein, typiquement dans des verrières, par exemple, où on a du simple vitrage et on a des profils dans le cas de rénovation qui sont très complexes à rénover. Donc, on n'a pas la place pour mettre du double ou du triple vitrage. Un verre sous vide est intéressant. Ici, c'est un vitrage électrochrome. Vitrage électrochrome qui a été mis au sein du bureau ici dans le cadre de notre rénovation et qui permet donc de gérer les apports solaires au sein donc au niveau du verre.
tant pour l'éblouissement que pour les risques de surchauffe, et ce avec des paramètres, avec des sondes, à l'aide d'une sonde d'ensoleillement, par exemple, on va tâter le verre. Autre type d'évolution de matériaux, ici c'est même dans la fabrication du béton, ce qu'on appelle alors il y a par exemple des fabricants qu'on appelle le carbone cure qui permettent d'injecter du CO2 dans la fabrication du béton, ce qui permet ainsi d'encapsuler, si vous voulez, du béton et de faire une sorte de stockage biogénique au niveau de la création du béton. Alors, évolution des certifications, je pense qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé, on ne parlait que il y a 10-15 ans, on ne parlait que des aspects énergétiques et maintenant, je dirais que les aspects énergétiques avec les aspects réglementaires sont devenus la norme. On parle de QSEN quasiment tout le temps et maintenant, les enjeux au niveau donc des promoteurs ou je dirais au niveau du secteur public sont plutôt les aspects environnementaux et donc il existe donc des certifications. Et là, j'ai voulu illustrer avec les deux plus connus qui sont à l'heure actuelle. D'abord, le BREEAM, qui est bien entendu une certification environnementale internationale anglaise, qui traite donc de 9 ou 10 thématiques allant de la gestion, santé, l'énergie, l'eau, les matériaux, les déchets. Et puis, il y a une autre certification qui apparaît, qui est une certification donc américaine, qui est la certification WELL, qui explore plutôt le lien entre le bâtiment et les impacts sur la santé et le bien-être, et qui, elle, génère plutôt cette thématique. Alors, l'approche WELL se fait aussi bien en conception, mais également, elle se fait également en pleine utilisation donc, du bâtiment. Alors, la dernière partie de la présentation est une illustration, je dirais plutôt, des nouvelles approches qui apparaissent à ce jour et qui font partie, je dirais plutôt, des recherches d'ailleurs et développements qui ont été entrepris au sein du bureau et qui sont liés plutôt à ces notions donc, de commissioning et de monitoring. Qui partent sur un constat qui est, une fois que le bâtiment est livré, qu'il soit rénové ou un nouveau bâtiment en fonctionnement, on a donc toute une série de problèmes de confort et de dérives de consommation qui sont presque systématiquement toujours constatées. Donc, on peut livrer un bâtiment QSEN ou passif, et puis vous allez constater que le bâtiment, il fait trop chaud, il fait trop froid. Et si vous regardez un petit peu les consommations, fondamentalement, dans beaucoup de cas, vous allez pouvoir constater que le bâtiment ne fonctionne pas, ou du moins pas très bien, et pas comme c'était imaginé à la base. Donc voilà, une petite image pour illustrer, typiquement où on peut voir un paquet de bâtiments qui sont toujours éclairés la nuit. Et pour quelles raisons? Bon, oui, bien entendu, peut-être parfois il y a des gens qui y travaillent, mais pas toujours. Alors, juste au niveau des notions de commissioning monitoring, alors il existe différentes définitions. Donc là, c'est un petit peu la jungle à ce niveau-là. Je vais simplement, donc moi, donner ma définition de manière très simplifiée. Commissioning, c'est je dirais une méthode qui permet de déterminer les causes d'une consommation ou d'un confort anormal. Et le monitoring est une méthode qui permet de déterminer les conséquences du fonctionnement d'un bâtiment. Donc, le commissioning va plutôt s'appliquer, en tous les cas pour nous, juste avant la réception provisoire et entre la réception provisoire et la réception définitive, et va permettre finalement d'identifier ce qui ne fonctionne pas au sein du bâtiment. Et le monitoring, c'est plutôt après, on va plutôt monitorer et identifier s'il y a des dérives, tant confort qu'au niveau des consommations pour le bâtiment. Petite illustration ici, c'est typiquement donc une surconsommation donc de mazout identifiée suite à une mauvaise mise en place de régulation au niveau des chaudières et qui a pu être identifiée très rapidement grâce à la mise en place d'un monitoring. Alors, commissioning monitoring, mise en place dans un bâtiment existant. Donc, ça passe par différentes phases. D'abord par la collecte des données. Donc, dans un bâtiment existant, donc soit le bâtiment dispose d'une GTC ou GTB, et donc on va pouvoir collecter ces informations à travers cette GTC et GTB à l'aide
d'un transmetteur ou d'un mouchard, soit éventuellement à l'aide de capteurs d'ambiance, d'environnement qui vont être placés au sein des bâtiments. Une fois ces données donc collectées, elles vont être transmises, et donc ici typiquement elles sont transmises sur un de nos serveurs, et elles vont être traitées et stockées, et on va permettre d'afficher, d'analyser des données à partir d'un logiciel. Donc on va pouvoir analyser ces données avec une période de temps qui va être définie, et on va pouvoir transmettre ces informations à l'aide d'une interface, typiquement style dashboarding ou autre, qui permet fondamentalement de visualiser donc ces différents paramètres d'environnement, de confort et autres. Après, il faut valoriser ces données, et c'est là tout l'intérêt donc typiquement d'un bureau d'études, c'est de pouvoir en effet dire ok, c'est bien beau, on a un certain nombre de, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et donc il va falloir donc fondamentalement donc paramétrer ces données et les comparer par rapport à ce qui est comparable par rapport à ce type de bâtiment, par rapport à l'établissement de référence, par rapport à un suivi des indices de performance, et il va falloir y détecter donc des anomalies, identification du dysfonctionnement et identification d'une solution également. Une fois le traitement des données réalisé, c'est le temps des actions, et donc là, il y a donc une transmission d'informations qui est faite auprès du maître d'ouvrage ou auprès du maintenancier pour pouvoir agir et modifier ces paramètres pour pouvoir permettre une amélioration du confort et une amélioration du suivi des consommations énergétiques. Alors, voilà, il me reste 2-3 slides. Très rapidement, je vais vous donner un exemple de rénovation qui associe aussi bien la conception que le suivi de ces conceptions. C'est ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique qui existe, je dirais, ici en région wallonne. Et donc, typiquement ici, c'est l'exemple de Renowatt. Hein, c'est le marché sur lequel nous sommes en consortium avec Engie, où donc fondamentalement nos clients, donc ce sont des communes et la province de Liège, qui ont plus d'une centaine de bâtiments publics et qui avaient un cahier des charges. Dit ben voilà, on veut que vous nous garantissiez entre 30 et 50% d'économie d'énergie. Nous avons un budget d'investissement d'autant, et à travers ce budget d'investissement, vous devez nous proposer quelles sont les meilleures améliorations, quelles sont les meilleures améliorations à proposer, tant au niveau de l'enveloppe que des systèmes, pour pouvoir nous garantir ces consommations. Et vous allez nous les garantir sur 15 ans. Et donc là, c'est tout l'enjeu du contrat de performance énergétique, identifier les travaux, mettre en place ces travaux. Donc ici, on voit le processus, identification, mettre en place donc ces travaux. Il y a toute une période de mise au point et une période de stabilisation pour pouvoir constater fondamentalement donc ces améliorations, et puis on est parti dans un contrat de performance énergétique où pendant 15 ans, on garantit ces économies donc d'énergie, tout en respectant le niveau de confort qui a été défini au niveau du cahier des charges. Alors, juste dernier slide, comment peut-on mesurer ces économies d'énergie? Alors, il existe en effet un protocole qui est un protocole international qui s'appelle EPMVP, qui permet donc à un arbitre tels que nous, par exemple, où nous sommes agréés, de pouvoir mesurer et quantifier fondamentalement ces économies d'énergie et de mettre en place un protocole entre le maître d'ouvrage et des prestataires tels que des maintenanciers, tels que Engie, pour pouvoir arbitrer de manière neutre au niveau de ces économies. Donc, il y a tout un protocole qui se met en place. Et comment est-ce que l'économie est mesurée? Mais fondamentalement, on va déterminer une période de référence du bâtiment. Donc, on va mesurer pendant par exemple 1 an le fonctionnement du bâtiment dans l'état actuel. On va modéliser ce bâtiment et puis on va réaliser les améliorations énergétiques. Et une fois que les améliorations énergétiques auront été mises en place, on va remesurer le bâtiment qui va avoir une diminution de consommation, et on va comparer ça par rapport au modèle réalisé sur base de la consommation de référence mesurée, et le delta entre les deux courbes permettent de quantifier de manière neutre l'économie donc réalisée. Alors bien entendu, il y a l'ajustement à faire, il y a bien entendu des facteurs statiques et des variables à déterminer. Tout ça est bien entendu défini dans un cas très réglementé, mais ça permet en effet de mettre en place ce type de rénovation énergétique globale sur une. C'est un marché de services, fondamentalement, ce n'est pas un marché de travaux, sur une durée de 10 à 15 ans. Voilà, je pense que j'ai dépassé de 5 minutes, et je pense que voilà, j'ai fait le tour de ma présentation.